Suite et fin de Digitaline 2017, suite et fin pour aujourd'hui avec cette dernière table ronde. D'ores et déjà, merci de nous suivre et merci de vous investir sur les réseaux sociaux pour relayer cet événement original, unique et totalement gratuit, accessible donc à partir de Digitaline 2017. Dernière table ronde sur les BRNE. Alors je vous l'ai dit, les acronymes sont nombreux dans le monde de l'éducation nationale, mais là c'est assez facile. Banque de ressources numériques éducatives de l'éducation nationale. Pour en parler, un certain nombre d'invités, à commencer par Alain Tillet, qui est de l'autre côté, à droite de votre écran, en direction du numérique pour l'éducation, ministère de l'Éducation nationale. Bonjour et bienvenue. À ses côtés, si vous étiez avec nous tout à l'heure, Célia Rosentraub, directrice générale des éditions Hatier. Rebonjour et bienvenue. À mes côtés, de l'autre côté, Magali Taki, enseignante en SVT au collège Saint-Zacharie dans le Var, qui est enseignante depuis 17 ans, on peut le dire. À vos côtés, Roland Rajao Narivoni. Bonjour. Bonjour. Vous me permettrez de vous appeler plus souvent Roland, chargé de mission d'inspection CAST et technologie. Et puis Pascal Bringer, directeur général mascotte. Bonjour et bienvenue. Alors nous allons évoquer donc ces fameuses BRNE pour parler de ce dont il s'agit sur la table ronde. D'abord faisons un peu d'histoire, non pas comme faisait Alain Decaux, donc on n'a pas 1h30 devant nous, mais la genèse du projet, s'il vous plaît, Alain Tillet. Oui, bien, la genèse du projet, c'est lors de la réforme du collège et des écoles où il s'est agi de donner et de fournir un maximum de ressources, de contenus et de services associés pour accompagner Visiblement, nous avons un petit souci de micro. Voilà. Voilà, on va s'en sortir. Ah voilà, effectivement, je vous entends. Alain, donc Alain Tillet, la genèse du projet de ces BRNE. Donc, lors de la réforme des programmes de l'école et du collège, cycle 2, cycle 3, cycle 4, il s'est agi d'accompagner la mise en place de cette réforme avec de nouveaux contenus et de nouveaux services de manière assez rapide pour pouvoir effectivement mettre en œuvre ces éléments. Et ça a permis effectivement de donner un élan sur un projet qui consistait à fournir finalement des milliers de contenus, des services, des outils associés. Donc effectivement, banque de ressources numériques éducatives, en fait, ce sont des contenus et des services associés, ce sont des plateformes en réalité, de permettre d'avoir des contenus didactisés, d'avoir des contenus modifiables, d'avoir des contenus qui étaient accessibles au sens de l'accessibilité de l'école inclusive pour les élèves à besoins particuliers. C'est ce qui permettait également d'avoir, je dirais, des ressources qui étaient adaptées à l'ensemble des usages, que l'on soit simple enseignant qui veut picorer, on va dire, du contenu et construire ses propres diaporamas, ou aller un petit peu plus loin, de manière à répondre finalement aux besoins métiers qui sont de pouvoir préparer ses cours, de pouvoir faire cours, de pouvoir évaluer ses élèves, donc de pouvoir différencier également les parcours ou différencier les exercices que l'on va donner aux uns et aux autres. Il s'agissait aussi pour nous de demander à ceux qui allaient répondre d'avoir des plateformes qui soient scalables, puisque je rappellerai ici que on visait immédiatement 250 000 enseignants environ et également 4 800 000 élèves potentiellement. Voilà à quoi s'adressent les banques de ressources aujourd'hui, selon les cycles bien entendu, de manière à couvrir donc une large palette de possibles, à enrichir les possibles pédagogiques, car bien entendu, ce qu'il nous importait premièrement, c'était de pouvoir fournir aux enseignants de la matière et des outils pour enseigner en différents contextes également, dans les éléments du cahier des charges, multi-support, multi-OS, hors ligne, en ligne. Voilà, en fait, toute une palette qui permet effectivement que l'on puisse travailler ou que l'on
où que l'on enseigne et où que l'on apprenne, qu'il y ait la même équité, on va dire, possible sur les territoires, en fonction des contextes d'équipement des uns et des autres. Évidemment, tout ça vient aussi d'une impulsion politique, puisque au départ, si l'éducation nationale s'est intéressée à cette forme de contenu sur tablette ou sur support numérique, c'est parce qu'il y a eu une impulsion, il y a eu le souhait du plan, c'était le plan Hollande qui était baptisé comme tel, pour fournir une tablette à chaque, c'est quoi, collégien, lycéen? Alors, je ne dirais pas une tablette pour chaque collégien et chaque écolier. Disons que la question était, vous êtes, voilà. Il s'agissait effectivement de permettre d'avoir une vue globale, une approche globale dans cette affaire, État et collectivité, de manière à fournir à la fois les infrastructures, les matériels, les ressources, mais aussi la formation et l'accompagnement, même si tout cela s'échelonne dans le temps, puisque bien entendu, pour être formé, il faut avoir été livré, il faut avoir effectivement les contenus disponibles, et si on regarde bien, ce n'est que depuis janvier, on va dire 2017, que 100% des contenus sont disponibles dans les 13 banques de ressources qui sont à l'œuvre, qui sont des banques de ressources disponibles, je dirais, sur une durée de 3 ans, plus 2 années complémentaires probablement qui seront réalisées, donc 5 ans étant finalement l'adoption, le cycle de vie assez fréquent, on va dire, et de nos programmes et de l'utilisation. Une première année pour, on verra, découvrir, former les formateurs. Une deuxième année dans laquelle on est entré avec des usages plus importants dorénavant. Et une troisième année qui sera certainement, c'est en début de la troisième année, je pense que nous verrons le plein effet, on va dire, de l'appropriation, ce qui permettra effectivement, je l'espère, je dirais, d'avoir une pleine utilisation et d'avoir davantage d'enseignants qui auront la possibilité d'une palette pédagogique enrichie, je dirais numérique, et voilà ce que l'on souhaite. Vous savez comment sont les journalistes, ils vont toujours un peu vite en besogne, c'est-à-dire que le 14 juillet, ils demandent déjà aux professionnels du tourisme de leur faire le bilan de la saison touristique. Lorsqu'un président arrive au bout de même pas 100 jours, maintenant au bout d'un mois, il faut que voilà, il fasse son bilan. Donc, si j'ai bien compris, c'est opérationnel depuis janvier 2017, même pas une année. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui vous remonte avant que j'interroge, par exemple, Magali Taki? Tout à fait. Ce que l'on peut dire, puisqu'il y a 2 modalités, on va dire, d'inscription aujourd'hui sur ces banques de ressources, il y a une inscription volontaire des enseignants avec leur mail professionnel de manière à pouvoir travailler et à ce qu'ils puissent pousser vers leurs élèves les éléments, les contenus. Ce que l'on peut dire, c'est que sur les 245 000 enseignants, je dirais visés, ciblés comme utilisateurs potentiels, aujourd'hui on est à 50% d'inscrits, ce qui est un bon résultat. On peut aussi s'inscrire, j'en profite au passage, à plusieurs banques de ressources, puisque contrairement, je dirais, à la question des spécimens de son voisin, si je suis prof d'histoire géo, je n'ai pas forcément ce que le collègue de lettres a. Là, on peut aller picorer, regarder également, et donc travailler à la fois en disciplinaire et en interdisciplinaire, avec la souplesse que permet le numérique, et également les bienfaits de ce que tous les titulaires, dans l'effort accompli rapidement avec, je dirais, une grande expertise professionnelle, même si on a tous travaillé ensemble, et je pense que c'est aussi une nouvelle manière peut-être de travailler qui était très intéressante. On a là vraiment une capacité à entrer dans le numérique, à utiliser le numérique, et donc on voit, selon les banques, là aussi, des résultats de consultation, de production d'enseignants. Mais je pense que Pascal Bringer de Tactiléo en parlera un petit peu mieux, ou Célia Rosenthrope sur également l'intelligence qu'ils ont eu aussi parfois, à la fois d'accompagner par des blogs, des sites compagnons, et d'ouvrir aussi quelques modules pour que tout le monde puisse voir comment on s'en sert, y compris de manière un petit peu ludifiée de défis que l'on peut faire, mais je laisse les uns et les autres évoquer cela. Donc des usages qui croissent, l'accrochage aux ENT
via le gestionnaire d'accès aux ressources étant effectivement pour nous une manière probablement de décupler surtout la possibilité d'avoir des parcours individualisés ou des parcours plus personnalisés et d'avoir des traces dont parlait le précédent intervenant, des traces d'utilisation de ressources pédagogiques et pas simplement des traces d'utilisation de NT. Merci. Roland Rajaona-Rivoni, vous avez fait partie des équipes qui ont testé des pilotes au niveau national, parce qu'évidemment la décision politique a été prise. Ensuite, il y a eu un certain nombre de spécialistes qui se sont intéressés à la fourniture des ressources, parce qu'il faut bien se mettre d'accord sur le fait de proposer des ressources qui sont validées, qui sont testées et qui ensuite sont ouvertes à l'ensemble du corps enseignant. Donc le travail, c'est surtout déjà c'est valider, comme vous avez dit, et tester aussi, et produire avant tout. C'est vrai que c'est pour la première fois, à mon sens, qu'on voit une réforme accompagnée d'une ressource. Je pense que dans l'histoire du système éducatif, quand il y a des réformes, mais là, les ressources étaient mises à disposition, à la fois pour la réforme, et à la fois aussi sur accompagnant le plan national numérique. Et ça a son importance. Maintenant, après, et avec tout ce qui suit, et qui sont suivis, donc c'est les tests. Et ce sont des ressources à tester par des bêta-testeurs, qui étaient testés devant les élèves aussi, qui étaient validés par les comptes d'inspection, souvent produits par des enseignants. Donc ce sont des ressources qui étaient faites dans la collaboration, avant tout, et qui a, je pense, qui dispose d'une qualité, qui colle vraiment aux prescriptions des programmes. Et ça, c'est important, c'est innovant. Je pense que, et voilà, maintenant, concernant les accompagnements sur le terrain, je vois dans beaucoup d'académies, les accompagnements, les mises en place des formations, ça commence à se développer, donc piloté par les DAN, les délégations académiques numériques éducatives, ou souvent aussi disciplinaires, donc dans les plans locaux d'information, plan académique et de formation, donc ça suit son cours. Il y a aussi certaines plateformes qui proposent en plus des banques de ressources mises à disposition sur les BRNE, des possibilités de mutualiser. Et ça aussi c'est nouveau dans notre métier. Ne pas avoir honte, oser proposer, sans être jugé, utiliser les ressources des autres. C'est-à-dire qu'un enseignant peut proposer ses propres ressources, les faire monter sur la plateforme. Oui, oui. Et deuxièmement aussi, ils peuvent aussi dupliquer ce que les autres font. Donc là-dessus... Travail collaboratif. Voilà. Donc on est dans la pédagogie collaborative. Il y a une importance aussi qui accompagne cette pédagogie collaborative. Ça a permis certaines plateformes de faire tomber les murs, de décloisonner les disciplines. Par exemple en sciences, c'est des disciplines que je connais assez, sciences et technologies. C'est tout naturel d'aller voir un peu ce qui se passe en SVT, si je peux travailler après en sciences physiques ou en technologie. Donc là aussi, c'est important. Et pareil en mathématiques, ou dans la programmation algorithmie, il y a d'autres plateformes où nous on récupère des ressources. Donc sans citer par exemple Tactileo, ATI, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, ça a aussi renouvelé le positionnement des enseignants. Voilà. Ça permet par exemple de gérer facilement la gestion des classes. Mise à disposition de QR code, autonomie des élèves en classe, ça a permis certaines formes aussi d'enseignement, les classes inversées et tout ça. Voilà. Donc j'incite beaucoup. À mon avis, c'est la première fois où on a à disposition de ressources utilisables, validées, et qui sont développés par les enseignants, pour les enseignants, voilà. Et les enseignants, alors comment ça s'est passé? Je vais vous passer la parole dans quelques instants, Magali, mais est-ce que vous les avez formés d'abord? Parce que c'est bien beau de leur mettre des ressources à disposition, de leur dire allez-y, puisez, picorez, comme disait Alain Tillet, mais est-ce que vous les avez formés, ces enseignants? Vous les avez lâchés dans ce grand monde du virtuel? Donc le grand monde virtuel, c'est une aventure infinie, on va dire. Donc la formation, ça suit son cours, comme M. Tillet a dit précédemment.
Les formations, les calendriers, c'est terminé en mars 2017, je crois, de mise à disposition. Le temps que ça se développe, vous savez, en mars 2017, c'est les plans académiques et des formations, c'est déjà mis en place. Et deuxièmement, oui. Si je peux, une brève incise, effectivement, les plans de formation, la première année de découverte, formation de formateurs, hein, on a, à l'issue, je dirais, lorsque les banques ont été complètement opérationnelles, ont été lancées en académie les formations de formateurs. Les formations déployées terrain se font depuis la rentrée septembre 2017, et également tout un tas d'actions, notamment autour de Devoirs faits, qui est l'une des actions phares du ministre et du ministère actuellement. Donc voilà, on a formé encore des cadres, ne serait-ce que la semaine dernière à Lyon d'ailleurs, sur ces sujets. Donc voilà un petit peu. Oui, il y a de la formation. Magali Taki, vous êtes principal intéressé autour de cette table ronde, puisque vous utilisez une banque de ressources, c'est Tactiléo, je crois, en particulier, puisque c'est en SVT. Vous y êtes venu comment? Vous enseignez depuis 17 ans, le numérique, est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous aviez déjà un petit penchant? Alors je pense que oui, j'ai une curiosité par nature pour le numérique. C'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai commencé dans ma carrière dans l'académie d'Aix-Marseille, et où il y avait l'opération ordinatrice, où ils donnaient un ordinateur à chaque élève de quatrième. Et donc les enseignants, on a dû un petit peu s'y mettre aussi pour pouvoir utiliser cet outil en classe. Arrivé dans l'académie de Nice, je me suis retrouvée sans ordinateur. Et puis oui, dans ma classe, des ordinateurs sont arrivés, équipés, un ordinateur par paillasse. Et j'ai dit, il faut les utiliser, il faut faire quelque chose. Et l'année dernière, j'ai reçu les informations sur Tactiléo. Et c'est vrai que sur Tactiléo, on a tout de suite, j'ai tout de suite accroché. Pourquoi? On a des ressources de qualité, des ressources qui sont variées et qui nous parlent. Donc c'est vrai que nous, enseignants, on a du mal, quand on va sur la BRNE, on se retrouve des fois noyé dans toutes ces informations, dans toutes ces ressources, et il y a un travail en amont de la part des enseignants pour trier, pour choisir toutes ces informations. Et c'est vrai que parmi tout ça, on a des plateformes qui nous proposent finalement des outils qui sont directement utilisables et qui sont de qualité. Alors je vous propose de regarder une vidéo. Vous êtes venu avec une vidéo. C'est une façon de préparer un cours à partir de ces ressources. Voilà, je trouvais que c'était intéressant. Donc on va la lancer, et puis vous allez nous commenter en images ce que l'on voit. Donc vous allez commenter avec des mots, évidemment. Voilà. Quand on arrive sur la plateforme, voilà ce que l'on a. On n'a pas une coquille vide. On a plein de ressources et on retrouve tous les thèmes, et même des thèmes comme la météo et le climat, qui pour nous, professeurs de SVT, ont été la petite découverte du programme et de la réforme. Donc une fois qu'on rentre dans une thématique, on a comme ça des modules qui sont proposés. Ces modules, ils sont déjà tout faits. On peut les récupérer, on peut les utiliser tels quels, et puis on peut y mettre sa touche. On peut l'adapter à nos élèves. On n'a pas tous les mêmes élèves. Nos élèves ont des besoins différents. Et là, quand on rentre dans un module, je vais pouvoir le dupliquer, je vais pouvoir l'éditer. Et puis, je peux aussi créer une session. Donc, si je rentre dans le module édité, on va me demander de faire une copie. Et voilà. Et je le retrouve décortiqué avec toutes les ressources qu'il contient. Et pour chacune des ressources, je peux intervenir, modifier et l'adapter finalement à mon enseignement. Qu'est-ce que ça change dans la préparation du cours? Puisque l'exécution du cours, c'est une chose dans la vie d'un enseignant, mais il y a aussi toute la phase amont. C'est vrai qu'il y a un travail à faire en amont. Alors moi, je travaillais déjà en classe inversée. C'est vrai que la classe inversée permettait d'avoir ce travail en amont et de mettre à disposition des ressources. Alors là, on voit ce qui est assez super. Regardez, il y a une police spéciale dyslexique. Donc on est en plein dans la différenciation, on est en plein dans l'accompagnement des élèves et de leurs difficultés. On va pouvoir mettre des ressources et on va pouvoir aussi avoir ce côté ludique finalement, avec des petits tests, des petits là c'est des points cliquables des vignettes que l'on fait glisser, et on a même des modèles 3D pour faire comprendre un phénomène. Donc c'est vrai que le professeur doit en amont aller chercher ses ressources. Il y a un travail de préparation, mais c'est ce que l'on fait tous quand on prépare nos cours finalement avant. Donc on va tous préparer nos cours. Là, on a un plus, on a une ressource qui nous permet de diffuser aux élèves et surtout d'aller voir les résultats. Donc, on a comme ça
un tableau de résultats où on a le nom des élèves, qu'on peut même cacher le nom si on veut le diffuser à la classe, et on peut se rendre compte qui a réussi ou pas. Et là, c'est très ludique, je trouve ça, les petits curseurs, on a même des médailles d'or, et les élèves, ils adorent. Ils adorent ces petites médailles qu'ils peuvent gagner en faisant ces parcours. Vous êtes dans un collège, dans le Var, à Saint-Zacharie. C'est ça. Vous êtes une extraterrestre, vous êtes nombreux, vous êtes une sorte de... Vous portez la bonne parole, comment vous êtes dites-nous tout, soyez cash. Je pense qu'on est une équipe de profs de professeurs qui veulent avancer, qui veulent... C'est la majorité des profs Non, c'est vrai qu'on manque de formation. On est tous dans de l'auto-formation. Il faut qu'on passe du temps à la maison et il faut qu'on se forme tout seul. Ça manque quand même. Et sans trahir de secret, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. À la maison, vous avez une ressource, puisque je crois que votre mari est dans le numérique, donc si jamais il y a un problème qui bug, il m'aide. Voilà, il vous aide. Mais c'est peut-être pas le cas, malheureusement, de toutes les enseignantes ou tous les enseignants de Saint-Zacharie. Mais ma collègue de SVT, qui n'est pas du tout numérique, je lui ai montré Tactiléo et elle m'a dit ça c'est fait pour moi. Elle n'est pas du tout branchée à comprendre, finalement de passer du temps là-dessus. Et elle me dit là j'ai un outil qui est en main, qui peut être utilisable tel quel, qui peut être diffusé soit avant pour les élèves, soit pendant ma classe, ou soit en devoir ou en révision. Et ça aussi c'est intéressant d'avoir cette facette-là qu'on peut utiliser à différents moments de notre cours, de notre séquence. Dans l'utilisation, vous diriez que vous êtes à quoi, 50-50, 60-40 ? Oui, on est entre 50 et 60% d'utilisation de la plateforme pour les élèves. Alors profitez-en, vous avez les représentants de l'éducation nationale, vous avez aussi ceux qui fournissent les ressources, les supports. Là, visiblement, on est dans un monde de bisounours, mais qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne soit pas aussi rose que cela ? Non, c'est vrai que le temps que l'on passe, c'est pas négligeable. Le temps que l'on passe à préparer, mais comme tout enseignant de notre côté, voilà, il y a une préparation de cours. On n'arrive pas devant les élèves les mains dans les poches. Il y a une préparation qui est faite. C'est vrai que, nous, ce qui nous manque, c'est vraiment le partage. On parlait tout à l'heure de partage, on parlait vraiment d'échange, de collaboration. Interdisciplinarité aussi. Voilà, interdisciplinarité. Là, on a des ressources qui sont disponibles dans d'autres langues et on peut utiliser la même vidéo en SVT et en anglais. Le collègue d'anglais peut récupérer la même vidéo et travailler sur le même support. Et pour les élèves, ils vont voir ils vont comprendre le phénomène scientifique en SVT, et puis ils vont aussi voir le côté langue, puisqu'ils vont ils vont utiliser la même vidéo pour un support linguistique. Donc cette transdisciplinarité finalement est aussi intéressante. Donc ça, vous avez été relativement sympathique avec les différents intervenants. Célia Rosentrup, qu'est-ce qui a pris, entre guillemets, quelle mouche a piqué à Thiers pour se positionner, qui est quand même historiquement papier, même s'il faut évidemment vivre avec son temps, pour développer ces sujets liés au numérique? Alors, comme je dis souvent, je ne suis pas un imprimeur en fait. Donc j'édite des contenus qui soient en papier ou en numérique. Donc vous avez eu chaud. Ouais. Donc naturellement, historiquement, on édite des manuels papier, on édite des manuels numériques qui sont de plus en plus avancés, et on a senti chez les enseignants, et on le voit bien là, et toute la passion qui ressort de cette enseignante, le besoin de banque de ressources en fait, et d'avoir accès à des ressources plus granulaires que ce qu'on peut proposer dans un manuel numérique. Donc cette demande, on l'avait bien senti, et quand est arrivé le plan numérique, il nous a paru assez légitime de répondre et de remporter les lots en mathématiques et en allemand. Alors pourquoi on l'a fait? Parce qu'une banque de ressources, ça permet plusieurs choses. Ça a permis d'abord de porter la démarche de cycle, qui était assez fortement mise en avant dans les programmes de 2016. Donc cette banque de ressources cycle 4, cycle 3. Donc l'enseignant va à son rythme du moment qu'il arrive au bout du cycle. Enfin, alors c'est plutôt, il va au rythme des élèves. Oui, des élèves. Pardon, je sens que je vais me mettre à mal avec le corps enseignant. L'enseignant va au rythme des élèves pour peu qu'il ait fini le Voilà, donc il y a des attendus de fin de cycle, et donc il
il adapte en fait, et c'est ça qui est intéressant dans ces banques de ressources, c'est que il y a une liberté d'usage très forte, et une liberté, évidemment, ça permet aussi aux enseignants d'exploiter et d'exprimer leur liberté pédagogique, puisque, comme l'a dit Magali, ils peuvent aller modifier les parcours, on leur propose, nous, des séquences prêtes à l'emploi, mais évidemment, ils ont toute liberté pour aller modifier, transformer, dupliquer, assigner des ressources, et donc ça correspond à une vraie souplesse d'utilisation dont les enseignants sont friands. Donc ça, voilà les raisons fondamentales pour lesquelles on a répondu à cet appel d'offres. C'est vrai aussi, comme le soulignait Monsieur, c'est la première fois qu'on a eu un plan numérique sur lequel la question des ressources, pour une fois, n'a pas été évacuée. Elle a été plutôt prise en compte. Elle a été prise en compte avec le volet banque de ressources, et elle a été aussi prise en compte avec parallèlement à l'équipement des collégiens en tablette, avec le fait que on puisse dépenser 30 € par an et par élève sur l'acquisition de ressources pédagogiques. Aujourd'hui, ce plan, malheureusement, en tout cas sur la partie acquisition de ressources et 30 € a été stoppé, et c'est dommage parce que on ne peut pas imaginer une transformation pédagogique et une transformation digitale de l'enseignement sans penser aux ressources. Et ça, c'est fondamental, et il faut vraiment l'avoir en tête. Alors, votre voisin m'a donné quelques informations en termes de bilan, vous, sur l'allemand et les mathématiques. Voilà, quels sont les éléments chiffrés que l'on peut communiquer. Alors, les anti-sèches. On est très content en fait, parce qu'en termes d'inscription, je vais faire une petite nuance, mais en termes d'inscription, on est très content, parce que en mathématiques, par exemple, c'est 23 000 enseignants qui sont inscrits sur à peu près 34 000 enseignants qui sont présents sur le cycle 4. Joli score. Et à peu près la même proportion sur les enseignants d'allemand. Donc en termes d'inscription et d'utilisation, d'inscription et d'utilisation de la plateforme, on est assez satisfait. Ce qu'on constate néanmoins, et là on va rejoindre les problématiques de formation, c'est que la plupart des tâches qui sont réalisées par les enseignants sont des tâches de première intention, c'est-à-dire qu'ils vont aller télécharger des ressources, mais ils vont pas aller exploiter. Il y a moins d'appropriation. Voilà, il y a 85% des usages, c'est du téléchargement, et il n'y a que 10% des usages où on va rentrer dans les fonctionnalités avancées, ce qu'on appelle avancées de la plateforme, à savoir la création de modules, la duplication, l'assignation. Et ça, c'est un point clé. On sait bien qu'il faut du temps. Vous l'avez dit, les enseignants ne sont pas suffisamment, excusez-moi, accompagnés. On va se fâcher vraiment avec les représentants de l'éducation nationale. C'est un point très important, parce que dans les pays qui ont réussi leur transformation digitale, il y a un point clé, c'est l'investissement qu'on met sur les ressources, ça c'est sûr, mais c'est aussi la formation des enseignants. Pour un seul exemple, la ville de New York, par exemple, aujourd'hui, qui est en train de transformer, qui est en train de mener sa transformation digitale dans les écoles, les enseignants passent 1 heure par semaine sur la formation la transformation de leurs usages pédagogiques liés au digital. C'est 1 heure par semaine. Les pays comme l'Angleterre ont mis des budgets considérables sur la formation des enseignants pour accompagner cette transformation digitale. Donc il ne faut pas sous-estimer ce poids-là. Dans nos maisons, quand on met en place des nouveaux outils dans les entreprises privées, on forme nos équipes. Ça ne se passe pas comme ça. Donc nous, on essaye de pallier au petit manque de formation en proposant, comme vous l'avez dit, des blogs, des vidéos, des sites compagnons, pour accompagner au mieux, mais ça reste un élément clé. Roland, vous souhaitiez prendre la parole sur ce point de l'information avant de passer la main à Pascal Bringer? Non, juste l'information, c'est simplement aussi l'harmonisation d'accès. Voilà. Ça, ce sont des demandes qui sont remontées. Donc, entre intercycle ou interdisciplinaire, je pense que là, il y a des choses à améliorer, voilà. Alain Tillet. Oui, juste aussi une petite remarque, c'est sur la question du cycle 3 par exemple. C'est la première fois tout de même que CM1, CM2, 6e, la liaison école-collège dispose exactement des mêmes outils et des mêmes ressources pour pouvoir travailler et donc je dirais mettre tout un tas de continuité. J'ai bien entendu et on entend, je ne peux que redire sur la question de la formation, sur la vitesse de déploiement, sur la question de l'appropriation, effectivement, d'où le terme de picorer, on va dire, pour démarrer, parce que picorer, c'est d'abord découvrir, c'est laisser le temps, Magali le disait, il faut le temps d'aller voir et d'ouvrir. Ce que je dis là vaut exactement aussi pour les corps d'inspection qui accompagnent et on a pu le mesurer. Nous-mêmes, les banques sont si riches, je dirais, et ce sont des milliers de ressources sur 6 années d'études. Donc, je dirais bien malin, sauf ceux qui ont recetté, et sauf mon chef de projet que je salue au passage, sont capables de vous dire avec une infime précision toutes les astuces
quand, de surcroît, certains de nos titulaires ne s'arrêtent pas de produire et continuent d'alimenter, ce qui, dans l'histoire des marchés publics, je dirais, est assez étonnant, c'est ce que vous me disiez, avec grande surprise pour nous. En coulisses, c'est la première fois que vous aviez un marché où le livrable était à 130% par rapport à la commande. C'est le cas du prochain intervenant. Très bien. Justement, faisons le lien, Pascal Bringer, donc directeur général de Mascotte, avec Tactiléo, qui est donc ce support qui est utilisé. Je crois que vous l'utilisez aussi pour l'allemand et les mathématiques. Qu'est-ce que vous avez envie de rajouter sur tout ce que vous avez entendu? Quel est le sujet qui vous porte, qui est vraiment de l'intérêt pour vous, sur tout ce qui a été dit? Non, j'ai surtout envie d'insister sur certains aspects. C'est vrai que la possibilité qui a été donnée aux enseignants en sciences mathématiques de travailler sur un outil qui est commun leur permet en fait très simplement de casser ces barrières disciplinaires. C'est vrai que dans l'enseignement, c'est souvent qu'on se dit il faut que les gens travaillent en interdisciplinarité. Simplement, souvent, on est un peu enfermé dans sa salle de classe. Et c'est souvent un vœu pieux. Et le fait d'avoir un outil commun donné à l'ensemble des disciplines scientifiques va ouvrir cette porte-là, et même au-delà des disciplines scientifiques, puisqu'on l'a vu sur des vidéos qui peuvent être sur différentes langues, eh bien on va pouvoir ouvrir l'interdisciplinarité sur des disciplines un peu plus éloignées que les disciplines cousines. Est-ce que ce type de marché, on peut imaginer une industrialisation de la fourniture des données et des ressources? Parce que là, on est sur quelques années seulement du parcours d'un élève, mais il va falloir sans doute produire d'autres choses. Est-ce qu'on peut imaginer une phase d'industrialisation? Je dirais déjà que ce marché a été une première phase d'industrialisation. Alors cette plateforme, elle est issue de quasiment 4 années de R&D dans le cadre d'un programme investissement d'avenir qu'avait lancé entre autres le ministère de l'Éducation nationale, la Caisse des dépôts. Et on avait une plateforme quand le marché a été lancé qui était à un bon niveau de maturité. Et comme l'indiquait Alain Tillet, quand on nous a dit il faut que la plateforme elle soit robuste pour gérer 4,8 millions d'élèves, 250 000 profs, gérer la sécurité des données, puisqu'on a des données de mineurs qui sont sur cette plateforme, ça a impliqué de durcir énormément de choses sur cette plateforme et de l'industrialiser. Quand on a eu notre lot qui était côté Mascotte, le lot de sciences, c'était 3 disciplines, cycle 4, c'est 3 niveaux, c'est 5e, 4e, 3e, c'est-à-dire qu'en l'espace de 6 mois, il a fallu produire l'équivalent de 3 années scolaires dans 3 disciplines, ce qui a conduit à Alain Tillet disait qu'on avait livré 130% de ce qu'on avait produit, mais ça correspond, pour mettre des chiffres derrière, à peu près 6000 ressources. On a tourné, c'est des ressources entièrement neuves, on n'a pas fait du recyclage, c'est plus de 500 vidéos qui ont été tournées, 300 vidéos qu'on est allé chercher en Angleterre pour avoir des ressources bilingues, ça fait 800 vidéos. On a produit plus de 300 animations 3D, 1200 modules. Donc on était déjà dans une phase d'industrialisation et on a acquis au travers de ce marché des process qui nous permettent maintenant de produire assez rapidement des contenus éventuellement pour d'autres matières. Et c'est ce qu'on applique d'ailleurs dans le monde professionnel où on a ces demandes d'accompagnement d'entreprises qui souvent sont un petit peu démunies, choisissent une plateforme de diffusion de contenu. Et souvent les formateurs se disent ah bah oui tiens comment je passe de mon PowerPoint à quelque chose qui est vraiment numérique. Donc cette phase d'industrialisation on l'a acquise au travers de ce marché. Alors on parle de marché avec une durée, vous l'avez dit, de 3 plus 2. Quid après? Il faudra produire d'autres ressources, resigner, même aller sur d'autres niveaux scolaires pour produire. Alain Tillet. Écoutez, pour l'instant, il est difficile. Nous sommes dans la 2e année du marché. Nous avons effectivement en ligne de mire la possibilité de réaliser l'année 4 et l'année 5 avec certainement sans s'engager, puisque la question des budgets, vous le savez, se discute annuellement. Mais sauf sur ce triennal qui était les 3 ans étaient une commande ferme, 3 ans, ce qui donnait une lisibilité aussi à ceux qui voulaient candidater. Les années 4 et 5 ont été effectivement discutées et négocier à l'avance, de manière à ce qu'il n'y ait pas, on ne rediscutera pas les prix sur ces marchés-là, de manière à aller en année 4 et 5, et pour l'État, je pense que
c'est une opération qui mérite effectivement d'être phasée sur les rythmes d'appropriation et les rythmes de changement de programme potentiels. Si les programmes ne changeaient pas, faudrait-il renouveler? Oui, il y aurait certainement à faire des enrichissements. S'ils changeaient, il y aurait d'autres contenus à modifier. Les plateformes, certainement, des fonctionnalités. Donc il y a plusieurs éléments possibles. Et puis nous accompagnons dans cette affaire-là la transition digitale, la transition numérique des éditeurs, des fournisseurs de contenu, des fournisseurs de plateformes, des PME, des startups, des consortiums, puisque en fait, ce qui est aussi nouveau, c'est que les uns et les autres sont venus à plusieurs, la plupart du temps, de manière à construire, échanger, additionner les talents, additionner les compétences, et il va sans dire que nous espérons aussi, à travers cela, que le succès, je veux dire, commercial, que ce soit à l'étranger en particulier, on pense à cela, on peut témoigner du côté de l'administration de la faculté à répondre vite, à répondre bien, à s'adapter. Donc on a cela. Et puis, ma foi, si les usages, et ça aussi, les pratiques, les usages, l'accompagnement, la transition avec le temps qui est nécessaire d'appropriation, parce que nous avons aussi bousculé, même si le digital n'est pas nouveau dans la pratique des enseignants, mais on leur donne les possibilités de s'en servir plus quotidiennement, petitement ou de plus en plus. C'est un petit peu ce qui était témoigné. Donc je veux dire pour former et pour travailler avec les élèves, non pas pour former les générations futures à demain, au digital demain, au numérique demain. Non, on est en plein dans la société numérique, on est en plein dans toutes les formations qui sont à la fois disciplinaires, on l'a dit, interdisciplinaires ou transdisciplinaires, on l'a dit, qui sont aussi dans la formation finalement à l'éducation, aux médias, à l'information, à la responsabilité, à la protection des données. Vous voyez qu'on a tout à la fois, en fait, on a une approche globale parce que nous avons des élèves qui sont à former dans la totalité. L'école transmet des connaissances, transmet des savoir-être, transmet des savoir-faire, transmet des compétences, travaille autour de l'individu. Je veux dire, nous avons des jeunes gens qui sont autant d'individus qui sont rassemblés dans un collectif. C'est le vivre ensemble, le respect des autres. Voilà, tout ça se traduit par ce que Jean-Michel Blanquer appelle l'école de la confiance. Tout à l'heure, vous nous parlez de ces consultations, téléconsultations, inscriptions, pour reprendre le mot des enseignants, qui se fait à un bon rythme. L'utilisation après l'appropriation est différente. Est-ce qu'il y aura des mesures incitatives pour que les enseignants y aillent de plus en plus pour faire des économies, puisqu'on parle aussi de cela, de manuels par exemple, de dire voilà ce que l'on dépense d'un côté pour les BRNE, puisqu'il faut toujours chercher des sources d'économie, hein, c'est le but du politique. Ce que l'on dépense pour les BRNE, on le mettra moins dans le manuel scolaire, qui est un outil vite passé. Non, je ne sais pas. Les banques de ressources ont été effectivement conçues comme complémentaires au manuel pour l'instant. Scolaire. Il va sans dire que, en fonction, on ne peut pas écrire l'histoire, je dirais, et dire, voilà, il a été décidé que. Non, il n'a pas été décidé que. Pour le moment, on est sur, effectivement, une capacité, je dirais, à accompagner la transition numérique, le travail, les apprentissages, car notre premier but, je le redis, c'est enseigner et apprendre avec les outils et les ressources numériques pour être dans la société qui est largement numérisé aujourd'hui, qui est largement numérique. Donc c'est d'abord cela en termes de performance. Après, les questions, je veux dire, budgétaires appellent des arbitrages qui ne sont pas, vous le comprendrez, du niveau de votre serviteur, d'une administration. Je vois bien le parapluie ouvert, mais bon, je le respecte et je le comprends. Célia Rosentraub. Je vais peut-être répondre, oui, sur la partie des manuels. En sachant que vous n'êtes pas imprimeur. Tout à fait. Mais comme l'a dit Alain, on a conçu cette banque de ressources en vrai complément par rapport au manuel. Pourquoi en vrai complément? Quand on en parle de ces banques de ressources, je ne sais pas si vous avez noté, mais on en parle beaucoup du point de vue de l'enseignant, un peu moins du point de vue de l'élève. Et nous, voilà, notre objectif, c'est via les manuels, et ça va venir, hein, voilà, l'appropriation pour les élèves va venir dans la banque de ressources, mais le manuel, il est avant tout aussi un outil pour les élèves. Et donc, ça permet une structuration, parce qu'un élève, si vous le laissez face à une banque de ressources sans accompagnement, sans son professeur, voilà, il est vite perdu. Donc, un manuel, ça permet une structuration des apprentissages pour l'élève,
pour qu'ils puissent travailler soit en autonomie, soit évidemment en appui dans la classe. Donc on voit bien qu'il y a des, je pourrais développer plus, mais il y a des besoins et des attentes très différentes entre le manuel qui soit papier ou numérique et des banques de ressources. Et après, on peut aussi se poser des questions entre qu'est-ce qu'apporte le numérique par rapport à l'apprentissage sur le papier. On peut parler de cela pendant les quelques minutes qui nous restent. Il y a quelqu'un de votre équipe qui prend part à la discussion, votre chef de projet, un certain Axel Jean, enfin je n'arrive pas trop bien à voir, dit c'est bien ça, c'est bien lui, donc ça n'est pas un usurpateur, qui répond justement à la gratuité. Bonjour, est-ce que les banques de ressources numériques éducatives en particulier, arrêtons de bouger là s'il vous plaît, merci, parce que sinon je vais avoir du mal à lire, en particulier Tactiléo resteront gratuites, elles seront gratuites pour les enseignants pendant 3 ans ferme, avec une option pour 2 années de plus, et c'est marqué payé par le ministère pour être gratuite pour l'ensemble des enseignants des cycles 3 et 4. Voilà, c'est une précision. La précision. L'enseignant ne paye pas. Voilà, non, la précision, c'est à la fois de dire, comme à chaque fois qu'on traite des questions de gratuité, il y a une mise à disposition gratuite pour les usagers finaux que sont les enseignants et les élèves. Bien entendu, ce n'est pas gratuit. Il est rare que les productions soient gratuites. Je dirais, quels que soient les travaux que les uns et les autres font, avec des décisions de mettre gratuitement à disposition des autres, d'échanger, de partager. C'est d'ailleurs ce que l'on encourage aussi à travers les banques de ressources, puisque on évoquait cette possibilité de mutualiser, de partager. Selon donc ce que l'on peut dire, c'est qu'effectivement il y a un engagement, je le redis, de gratuité sur les 3 années, plus un engagement, on va dire, je vais dire quasiment moral pour moi, mais après je prends des risques en disant cela, sur les années 4 et 5, mais en tout cas, on a fait en sorte que les conditions correspondent aux besoins métiers, aux habitudes, à la transition, à l'accompagnement. Donc je pense que là-dessus, il n'y aura pas de souci. On sait aussi que si on rencontre un vrai succès, et même si on imaginait que l'État ne renouvelle pas le marché, le travail conséquent fourni par les uns et par les autres, si le succès est là, automatiquement, il y aura des propositions qui sont les propositions habituelles, comme celles qu'on rencontre dans les propositions d'acquisition de ressources classiques. Donc sur ces éléments-là, peut-être un petit point aussi, ce qui est produit et échangé par les enseignants, ce qui est construit par les enseignants, selon les banques de ressources, selon les droits qui sont associés aux uns et aux autres, et je pense, puisqu'on était sur Tactiléo d'emblée nous avait dit, ce que nous produisons, ce que nous avons en propre, nous le laisserons de toutes les manières, je dirais, pour une utilisation par les enseignants. Autrement dit, ils ne verront pas leur travail. C'est souvent une question aussi qu'on nous pose du côté des enseignants et qu'on pose aux uns et aux autres. Donc l'idée, c'est pas de faire travailler les enseignants pour que au bout de 3 ans, il n'y ait plus rien, mais bien d'inscrire dans la continuité, dans la durée, pour qu'ils puissent effectivement capitaliser eux aussi sur le travail qu'ils accomplissent. Magali, on va terminer par vous, Magali Taki, avec la question soufflée par Célia Rosenthrope. C'est vrai, mais qu'en pensent les utilisateurs dans la salle de classe, puisqu'on se met à leur place? Nous, on est souvent sur des smartphones, des tablettes, mais est-ce que ça leur va en termes d'enseignement? Est-ce que vous constatez des faveurs? Alors je trouve déjà qu'en tant qu'enseignant, il faut qu'on leur apprenne une utilisation raisonnée de ces outils. C'est-à-dire que c'est aussi par nous que ça passe, et il faut pas le supprimer des salles de classe, que ce soit les tablettes, que ce soit les ordinateurs. Ces écrans-là, il faut pas les diaboliser, il faut leur apprendre à s'en servir. Et ça, c'est une utilisation qui est tout à fait qui est réfléchie, et c'est à nous de les accompagner là-dessus, et les élèves, ils adorent. Vraiment, ils en redemandent. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à voir leurs résultats, ils vont chercher à refaire les modules pour augmenter leur score. Ils vont demander pour les révisions. On a contrôle la prochaine fois. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit module de révision? Donc les élèves sont aussi demandeurs de ça. Et puis ça rassure un peu les parents de se dire... finalement, l'outil numérique va être utilisé à des fins intelligentes, on va dire, à des fins utiles. À autre chose qu'à d'aller chatter ou alors d'aller jouer sur... On peut avoir tout un volet éducatif, justement, on n'en doutait pas nous, mais peut-être que les parents, des fois, un peu plus. en doutaient. Roland Rajaonarifoni. Je voulais juste répondre. C'est vrai qu'on a parlé des enseignants, des élèves surtout. C'est l'objectif. Mais on a oublié de parler des parents. Les ressources numériques, et surtout durant les devoirs faits, les actions qu'on mène à maintenant, moi j'ai vu dans les rencontres parents-professeurs,
des parents qui ont envie et ils arrivent à comprendre, à aider les élèves aussi. Donc ça aussi c'est important. Autant que le livre, mais là c'est plus accessible même dans la voiture, en arrivant à la maison sur une tablette, et ils arrivent à voir ce qu'il faut l'enfant, parce que il a les suivis aussi, qui est là-dedans. Donc ça aussi c'est important. Voilà. Merci. Alors dans la voiture évidemment, si vous ne conduisez pas, parce que sinon c'est dangereux. En attendant la voiture autonome, bien évidemment. Pascal Bringer, le mot de la fin. Donc vous avez donc bien compris que vos ressources étaient mises à disposition ad vitam aeternam pour l'ensemble du corps enseignant français. De même pour vous, hein, Célia Rosentraub. Ouais, vous réservez votre réponse. Ça se négociera pour pour la prochaine fois. Oui, juste pour préciser un des points, c'est que la plateforme Tactileo respecte en fait des standards internationaux d'interopérabilité. Ce qui, entre autres, voilà, le score, MixAPI, ce qui permet en fait à des enseignants qui ont produit des ressources sur la plateforme de pouvoir les exécuter sur d'autres plateformes. Donc ils ne sont même pas liés à notre plateforme, on n'a pas voulu les emprisonner sur un modèle. Donc là-dessus, ils ont une entière liberté. Très bien, je vais remercier l'ensemble des participants et je vous passerai le mot de la fin pour l'au revoir de cette première journée. Merci Alain Tillet, merci Célia Rosentraub, merci Magali Taki et merci Roland Rajao Narivoni. Voilà, avec de l'entraînement, j'y arrive de mieux en mieux. Pascal, c'est à vous pour cette première journée, Digitaline 2017. Alors, vous regardez la caméra qui est face à vous, voilà, vous la faites à la Valérie Giscard d'Estaing. On souhaitait Il manque la cheminée dans le fond. Déjà remercier l'ensemble des participants qui nous ont fait l'honneur de participer, d'être acteurs de ce Digitaline 2017. Vous avez été aussi très nombreux à suivre cet événement, puisque vous êtes plus de 400 à vous être connectés et à suivre ces conférences ou tables rondes en ligne. C'est plus de 450 mentions hashtag Digitaline 2017. C'est plus de 300 000 impressions de tweets. Donc une belle audience pour cette première édition. Et puis demain, Digitaline 2017 continue avec une nouvelle table ronde pour démarrer cette journée du 15, qui aura comme sujet l'impact du digital learning sur la gestion des compétences et des talents, avec Stéphane Thivin de la société Skillview et Nicolas Mourgue de la société Human Booster, qui vont nous parler compétences lors de cette table ronde. Je vous remercie à tous. Bonsoir.